Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Avec Cevital, une dynamique de croissance. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Le Café des Experts Éco est de retour un lundi sur deux, y compris dans le contexte révolutionnaire. On a réussi à maintenir l'émission le lundi. Pour ce numéro, nous avons nos habituels experts. Farhat Ali, bonjour. Bonjour. Professeur Mourad Goumiri, bonjour. Bonjour. Nous avons le renfort, le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Mourad Preur. Bonjour Mourad Preur. Bonjour. Pour discuter d'une thématique qui va, de notre avis, monter dans les prochaines semaines. C'est celle de l'activité économique, comment elle va évoluer avec cette question générique. La révolution et la transition qui devraient déboucher, sont-elles une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'économie? Comment on peut dégrossir ce titre générique? J'ai discuté avec des chefs d'entreprise ces derniers jours, des chefs d'entreprise qui sont pour la plupart dans la rue pour manifester, pour rejoindre le mouvement populaire et qui ne sont pas si inquiet de ça, des effets de ce mouvement sur l'activité. Est-ce que c'est un excès d'optimisme? Est-ce qu'on ne peut pas quand même redouter, c'était le cas dans la semaine où il y a eu la grève générale et la SN Madani, est-ce qu'on ne peut pas redouter quand même que l'Algérie passe en mode pause pendant quelques semaines, voire peut-être plus longtemps? C'est un risque, Mourad Goumiri, que vous redoutez, que tu redoutes, Mourad? Écoute, l'économie n'aime pas d'une manière générale qu'il y ait des incertitudes. Hein. Donc, comme les lois qui changent, comme les mouvements sociaux, etc., il faut vous mettre tout le temps dans la tête que les investisseurs aiment la stabilité pour mettre leur argent dans une entreprise. À partir du moment où, disons, ce qu'on appelle la paix sociale n'est pas réunie, ou disons qu'il y a une incertitude, à partir de ce moment-là, bien entendu, on va commencer par avoir un wait and see. Hein, donc, on va geler un peu tous les projets qui étaient en maturation. Et bien entendu, on va se poser des questions sur les investissements qui sont déjà installés. Et je pense au secteur notamment de l'industrie, des hydrocarbures. Je crois que notre ami Mourad va nous faire disons, une point de situation. Donc, il faut que l'expression, effectivement, populaire s'exprime. Elle se fait dans le calme. C'est extraordinaire. Mais il ne faut pas que ça dure, hein, ou que ça perdure. Hein. Donc, nous sommes en phase d'échéance électorale constitutionnellement, conformément aux lois qui sont là devant nous, et il faut qu'on y aille d'une manière certaine, et c'est le message un peu qu'il faut donner tant aux investisseurs nationaux qu'aux investisseurs internationaux. Alors, réduire la période d'incertitude, un message qu'il faut donner aux investisseurs nationaux ou internationaux. Est-ce que, messieurs, vous avez quand même pas le sentiment que, en termes d'incertitude, les rétentions de décisions d'investissement et le report avaient commencé avant le mouvement populaire du 22 février. Nous, à Interface Média, l'agence qui édite Radio M, on l'a ressenti dans les campagnes de publicité, dans les événements, l'incertitude, elle était déjà un peu là. Vous n'avez pas ce sentiment? Moi, je vais rebondir sur l'histoire de révolution indique. Pour moi, c'est une insurrection morale du peuple algérien. Parce que la révolution, ça se planifie, ça a des leaders, ça a un but précis dans lequel s'inscrit la population en soutien. Là, c'est l'intégralité, je dis bien la quasi-intégralité de la population qui s'est moralement insurgée contre un pouvoir scandaleux. Marqué à Déochalé, insurrection morale. Je vais la proposer pour voir si elle est vendeuse. Ceci dit, jusqu'à présent, les marches du vendredi, même en cours de semaine, n'ont pas tellement gêné l'économie. En matière directe, en matière d'incitation à la grève, il n'y a rien de ce genre-là. Au contraire, même les vendredis, où il y a des marches pour pouvoir alimenter. Donc l'économie en général n'a pas été touchée. Maintenant, si ça passe à d'autres formes de contestation, comme les grèves générales, on a déjà averti que ça pouvait être dangereux sur plusieurs secteurs. Mais
on ne peut pas dire que dans l'état actuel de l'économie algérienne, et avec les dégâts qui ont été occasionnés par cette gouvernance erratique pendant 20 ans, on puisse calculer un impact négatif immédiat de toute cette insurrection, même de ses effets pervers, en les comparant à ce qui s'est passé durant les 20 dernières années. Nous n'en sommes pas à une catastrophe près, mais à donc quand on perd 7-8 milliards de dollars en surfacturation, quand on traite des marchés opaques et dangereux pour le pays, quand on s'engage avec des puissances étrangères sur des contrats foireux qui peuvent engager l'avenir du pays, on est malvenu de dire qu'une insurrection qui a duré 1 mois, dans la plus parfaite discipline, puisse avoir une incidence. Voilà, un mal pour un bien, la baisse peut-être relative de la production, un mal pour un bien qui permet de corriger tous les méfaits que vient de citer Frahta Itali. Alors, mon point de vue, moi je suis un pétrolier et donc j'appartiens à une industrie de long terme, une industrie intensive en capital, une industrie à risque. Hein. Je fais partie de think tanks internationaux qui dans le domaine de l'énergie et j'ai participé à des discussions enflammées, même houleuses sur l'Iran, sur la Libye, sur le Venezuela, et je suis en contact donc avec des amis qui sont experts comme moi. Ce que j'observe, c'est que la société algérienne, les signaux qui sont émis par l'Algérie, d'abord sont des signaux qui sont positifs en matière d'analyse du risque. La rue a montré une pondération, une conscience, une maîtrise, hein, ce qui n'est pas évident. C'est-à-dire que moi, quand j'analyse par exemple le Venezuela ou là j'analyse l'Iran ou la Libye, il y a un certain nombre de paramètres, de critères que je prends en compte. Et là, en fait, on n'a pas eu d'enchaînement chaotique, c'est-à-dire d'effet papillon, où un petit élément va te provoquer une chaîne d'événements qui ensuite ne se contrôle plus. Il y a un effet papillon, mais positif. Le maire de Khenchela a provoqué un effet papillon. Oui, tu as tout à fait raison. Le maire de Khenchela a provoqué un effet papillon. Il fallait un déclencheur. Mais là, la mesure, la pondération de la rue, aussi la rigueur dans les slogans, et puis ces petites jeunes filles, ces jeunes hommes, ces personnes âgées, qui défilent, des barbus qui défilent à côté de jeunes filles en jean, etc. Tout ça, ce sont des signaux éminemment positifs. Maintenant, ta question est à double, c'est une fusée à 2 étages. Est-ce que c'est suffisant? Alors là, non. Là, Est-ce que c'est suffisant pour projeter le pays dans le futur? D'accord. Là, il faut que la gouvernance... là, en fait, on observe une dichotomie, un décalage entre la gouvernance et la sagesse de la rue. Moi, j'ai été impressionné. Alors, ça pourrait être une bonne nouvelle, ce qui est en train de se passer, si ça débouche sur une nouvelle gouvernance incontestablement. On va dire, qui va libérer les énergies. Je voudrais ajouter à ce que vient de dire Mourad une chose, c'est qu'en général, dans ce genre de situation, vous avez ce qu'on appelle les agences de notation, qui surveillent les États, le risque État, mais aussi les entreprises. Hein. Les gens oublient qu'elles travaillent sur les entreprises. Pour l'instant, aucune agence fondamentale n'a dégradé le risque Algérie. Oui. Donc ça, c'est un signe. Hein. Ce sont des gens qui sont très, très méticuleux. Ils ont une critérologie d'une mécanique sans faille. Et dès qu'un pays, avec l'ampleur, on parle de 15 millions, de ceci, hop, automatiquement, il change, il passe de A+, etc. Très, très juste. Ouais. Donc c'est un élément d'appréciation. Mais encore une fois, il ne faut pas que ça dure et que ça perdure.
Parce qu'à partir de ce moment-là, les choses risquent de changer. Alors, qu'est-ce qui peut faire que les choses risquent de changer? Que les manifestations du vendredi et celles des corporations dans la semaine ne suffisent pas à obtenir le changement politique qui est souhaité par la population, c'est-à-dire en fait, en gros, la fin du régime Bouteflika, et qu'on soit obligé de recourir à des moyens de lutte qui soient un peu plus radicaux, notamment les grèves, et dans ce cas-là, peut-être des grèves dans des secteurs plus sensibles. Est-ce que c'est ça le plus grand risque? Curieusement, en parlant de dégradation de la note Algérie, elle s'est dégradée 3 fois en 2 années avant cette insurrection. Oui. Alors que ce n'est pas le cas. Donc, manifestement, ces agences viennent de découvrir qu'il existe un peuple dans ce pays et pas seulement des abrutis. Parce que ils les ont dégradés 3 fois. On n'a pas été dégradé une fois. Donc, il faut être prudent sur cela, parce que les agences ne se réunissent pas dans la semaine qui succède à un au bout d'un mois, c'est bon. L'affaire Kamal El-Bouchi, c'est dans la première semaine. Ils sont réactifs. Ils sont très réactifs, parce que là, ce n'est pas les conclaves de l'opposition Tiana, c'est quand même la bourse n'attend pas des mois. Ceci dit, en parlant de grève, il y a certains secteurs stratégiques où toute grève est un casus belli, non pas contre le gouvernement, mais contre la nation algérienne. Oui. Si on doit parler de grève, il faudrait être très prudent sur le mot. Premièrement, déjà, il faudrait veiller à ce que la population ne ressente pas ses besoins primaires, ses besoins aussi principaux touchés, particulièrement la population la plus défavorisée en matière de transport, en matière d'accès aux hôpitaux. Et il y a aussi la peur d'une panique qui va entraîner les gens vers les postes et les banques pour créer une sorte de banqueroute non programmée et non attendue. Il faut vraiment être prudent avec ce genre de méthode. Il est vrai que, sachant que la population algérienne est prudente justement, certains au niveau du pouvoir se disent ils n'oseront pas. Il ne faudrait pas tenir non, parce que en désespoir de cause, on peut y arriver. Mais si jamais on y arrive, rien ne touchez surtout pas au secteur stratégique. En l'occurrence, le secteur pétrolier et gazier. On va en parler avec je voudrais ajouter juste un élément. Bon, je rappelle qu'une grève est un mouvement revendicatif. Donc, et en général, c'est pour des problèmes socio-professionnels. La grève, c'est plus de salaire, plus de ceci, de transport, AD, avancement. Bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui dans la situation algérienne. Ce n'est pas le cas. Donc, il y a d'autres moyens. Par exemple, une marche un vendredi des pétroliers, là où ils sont, ça pose pas de problème. En même temps, ils soutiennent les marches populaires, mais en même temps, ils ne touchent pas à l'outil. Parce que là, c'est, comme a dit Farhad, c'est le deadline. Hein, il faut, Mourad va peut-être développer les conséquences sur la chaîne logistique de toute cette affaire. Et c'est pas un fourneau qu'on ouvre et qu'on ferme. Hein, c'est pas une cuisinière où on met le feu, on ferme, et puis ensuite on réouvre et ça réagit. C'est pas du tout cela. Alors justement, Mourad Preur, on a publié sur Maghreb Émergent une contribution, ta contribution qui explique un petit peu les conséquences qu'on pourrait ne pas voir d'un arrêt de production sur les gisements, sur les champs pétroliers. Et ça avait provoqué une petite polémique pour dire qu'il faut quand même aménager. Donc c'est Ali Aïssaoui, un autre expert dans le secteur pétrolier, qui avait dit qu'ailleurs dans le monde, on a eu recours aussi dans les secteurs pétroliers à la lutte, qui peut passer aussi par la grève. Donc il y a un arbitrage à trouver. L'idée c'est de savoir comment, dans une nation où tout le monde veut participer à ce mouvement, tout le monde veut, les gens, des secteurs, les policiers, les douaniers enfin pas tous, mais se sont exprimés, les juges, voilà. Mais, donc le secteur pétrolier veut avoir aussi sa peur. Mais la façon dont il peut contribuer à ce mouvement, si ça doit aller jusqu'à l'arrêt de la production sur des gisements, vous dites c'est compliqué, ça peut être très fortement préjudiciable. Non, pour moi, c'est la ligne rouge. Farhad et Mourad l'ont dit. C'est-à-dire que, je cite le cas du Nigeria. On dit le Nigeria. La pression de fond dynamique des gisements a baissé de 22 bars. C'est-à-dire c'est plus... À cause de la succession des grèves. À cause de la succession des grèves, indiscutablement. Dans le delta du fleuve Niger, oui. Oui, on a vraiment fait très mal aux gisements. Donc le problème, c'est que depuis le puits de production, depuis les puits qui sont
de Hassim Saoud ou là de Berkine, tout le pétrole va remonter vers Haoud el-Hamra, le centre de stockage, et donc les pipelines vont monter vers Arzeu, vers Skikda, vers Bdjaya et donc Sidi Arsine, Alger. Si vous arrêtez à un moment la production, à quelque endroit de la chaîne, il y a un effet qui va se répercuter sur tous les autres segments de la chaîne. Et on peut arriver au point où on sera obligé d'arrêter des puits, ou bien d'arrêter la réinjection dans des puits. On peut faire très mal aux puits. Pour le gaz naturel, le gaz c'est encore plus compliqué, parce que le gaz ne se stocke pas, sauf sous forme liquéfiée. Et donc, si vous arrêtez la production, tout le gaz va vers Hassermel, où il y a le Centre national de dispatching du gaz, le CNDG, qui est un poumon de l'économie algérienne, où maintenant il y a les gazoducs qui partent vers Tunisie, Italie, Maroc, Espagne, Portugal, Benissaf, Espagne, ligne directe, et vers les deux GNR, les deux pôles, Skikda et Arzeu. Plus vers le marché national, n'oublions pas les centrales électriques qui sont alimentées en gaz. Et si l'approvisionnement est interrompu, on va avoir des délestages. Donc la chaîne gaz... Comme au Venezuela. Et donc ça peut avoir des effets vraiment... Et le gaz naturel liquéfié, on le refroidit à moins 162 degrés pour diminuer son volume de 600 fois. Et donc les équipements travaillent à moins 162 degrés. Si jamais vous les arrêtez, ils vont se réchauffer. Et donc, s'ils se réchauffent, ce qui nous attend, c'est de l'acier au carbone, du cupronickel, etc. Mais si on arrête un train de liquéfaction, ensuite, quand on le remet en marche, on ne sait jamais ce qui nous attend. Donc, les grèves dans les hydrocarbures sont très dangereuses. Ils sont absolument à éviter. Le mouvement citoyen doit être citoyen aussi de ce point de vue. Ce n'est pas, j'entends dire, on va arrêter d'approvisionner la France ou c'est pas, on peut pas discuter comme ça. Il faut savoir que notre part dans le marché gazier européen était de 16% en 2010. Elle est de 8% aujourd'hui. Il y a des nouveaux entrants. Il y a le Qatar qui nous menace. On a 24 millions de tonnes de capacité de liquéfaction. Le Qatar en a 77. Et avec Ras Laffan 2, il va en avoir 100 millions de tonnes. Les marchés asiatiques, actuellement, ils lui sont comptés... Tout ça, j'imagine que les syndicalistes de Sonatrach le savent. Les marchés asiatiques lui sont contestés. Il faut espérer quand même. Oui, Mourad ? Oui, moi je voulais simplement ajouter une donne géopolitique. Il y a une notion fondamentale dans le secteur des hydrocarbures, c'est ce qu'on appelle la sécurité des approvisionnements. Oui. Ça, c'est quelque chose que tout le monde regarde d'une manière extrêmement précise et au jour le jour. Si jamais cette sécurité des approvisionnements est cassée par ce genre de choses, qu'est-ce que vont faire les gens ? Ils vont aller ailleurs et vous leur donnez l'argument pour qu'ils aillent ailleurs. C'est Mohamed, moi j'ai un contrat. Les contrats gaziers, c'est pas une année, c'est pas deux, c'est sur plusieurs années. Et donc, vous m'assurez. Et je rappelle que même dans les périodes les plus noires de l'Algérie, cette sécurité des approvisionnements a été assurée. Enfin... Si. Jusqu'à janvier 2013, voilà, à Gassietouil, à En Amenas, il y a eu l'attaque qui a fait perdre 8 milliards de mètres cubes par an sur l'Italie. Bon, voilà, mais ça, c'est une attaque extérieure. Il n'y a pas eu d'interruption d'approvisionnement. C'est des terroristes algériens. Il n'y a ni extérieur ni rien du tout. Ils sont venus par la Libye, ça c'est un détail. Ce n'est pas l'Italie qui a ressenti toute seule le coup. C'est le budget de l'État. Non, ça s'est dispatché sur beaucoup de clients, y compris clients locaux. Donc, on a pu amortir le choc. Je ne vais pas couvrir une parenthèse, je vais en profiter pour dire il faut arrêter les approvisionnements en France ou là, tout autre partenaire, quand même les collectes débattent en vertu des accords d'avion. Pour dire, je vais arrêter les bobards, nous avons tous les chiffres, mais quand les accords d'avion, et Maïchte des battles, jusqu'à la date d'aujourd'hui, elle paye son gaz selon le prix des contrats à long terme, qui était indexé sur le pétrole au même titre que tous les autres. S'il y a escroquerie dans les relations algéro-françaises, c'est beaucoup plus dans d'autres créneaux. Qui mettent Alstom et compagnie, ça, personne n'en parle. Parce que Houma, ils ont besoin, ils ont besoin de direct en amont. Ils ne sont pas idiots.
Le capitalisme mondial, quand il a envie de piller un pays, il ne le pille pas en lui prenant le produit directement des puits qui marquait à Choul Ashradik, mais chez Zitoun. Donc, au fond, ils te payent, même ils ont d'autres techniques pour essayer de faire leurs petites combines qui sont légitimes tant qu'ils sont inscrits dans toutes les combines mafieuses qui peuvent être imaginées. Donc, le coup, il est là. Il n'est pas un français ou un d'autre. Par contre, maintenant, pour ce qui est de cette fameuse grève, je ne vais rien rajouter à ce qu'a dit Mourad. C'est extrêmement dangereux pour l'amont et l'aval pétrolier, que ce soit en termes de commercialisation, que ce soit en termes de gisement. La police et la douane qui ont fêté avec la population, c'est très bien, mais ils n'ont pas fait la grève. Parce que si ces deux corps devaient faire grève, la délinquance à Alger, ou même la délinquance frontalière, ça va être la fête au village. Les réserves de change, donc il y a des limites à toutes les grèves quand même. Même les gens dans son attraque, ils manifestent, ils refont le drapeau algérien, les bases et tout, mais ils ne touchent pas quand même à la production. Alors, pour ne pas laisser à nos amis auditeurs l'impression que le Café des Experts Éco est devenu un soutien à la perpétuation du régime en place, on a évoqué les risques. C'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. On a évoqué les risques d'une perpétuation, d'une prolongation de la grève, ou d'une extension de la grève dans le domaine de l'amont pétrolier. Mais quand même, si on devait rester dans un blocage, c'est quoi l'intérêt? Est-ce que d'une façon ou d'une autre, une grève générale qui ne touche pas à ce secteur, mais qui touche aux autres secteurs, notamment les administrations publiques, les hôpitaux, l'éducation nationale, est-ce que ça a un impact aussi? Est-ce que ça a un impact aussi important? Est-ce que ça peut être politiquement profitable si on devait ajouter ces strates-là à l'arsenal de la pression qui existe, c'est-à-dire les marches, etc. Ou est-ce qu'il faut exclure tout recours? Je suis pour une grève cyclique d'une journée. Pas dans les secteurs radiostratégiques, mais dans tous les autres secteurs. Ça peut se faire pour une journée de 24 heures avec une désobéissance civile à l'Argentine. Ils drabou le casseronnette, ou là, ils font les klaxons, voilà, pendant 2 heures, entre 22h et minuit, voilà. Il faut signifier à ces gens-là, qui sont de trop dans l'histoire de l'Algérie, que maintenant c'est devenu des putschistes. En plus d'avoir été de mauvais gouvernants, maintenant ils sont devenus des putschistes. Donc il faut que la société trouve un moyen d'évacuer Hadr Qawm, mais sans se nuire à elle-même. Quand je dis se nuire, pas seulement dans l'immédiat, nuire à l'avenir de ce pays, à l'avenir de nos enfants. On ne peut pas faire des actions qui vont, on peut aller jusqu'au bout. Oui, on peut aller jusqu'au bout, mais on ne les lâchera pas. Mais pas par des méthodes qui disent au diable l'Algérie, l'essentiel, on les débarrasse. Eux, ils pensent comme ça peut-être. Au diable l'Algérie, l'essentiel, on vous gouverne. On ne pense pas comme eux. Alors, par exemple, dans la santé, un hôpital que tu arrêtes, c'est terrible. Les pharmacies qui ferment, c'est terrible aussi. Et on sanctionne qui? Et tout le monde sait que la nomenclature se soigne à l'étranger. Donc c'est encore... Elle va y rester un petit peu à l'étranger, pas les temps qui courent. Oui, mais ils en ont les moyens, ils ont accumulé assez de moyens. Donc il faut faire attention à les approvisionnements vous savez qu'il y a eu un rush sur les produits alimentaires. Même sur les devises. Bon. C'est normal. Le samedi 2 mars, le lendemain de la marche du 1er mars, il n'y avait plus de devises sur Square. Ah bon, ça je ne savais pas, moi je ne fréquente pas cet endroit, mais ce que je dis, c'est que les gens ont commencé timidement à faire un peu de légumes secs, un peu de pâtes, etc. Alors on ne sait jamais. Donc moi je suis totalement d'accord, c'est-à-dire qu'on prenne une journée morte, parce qu'il y a des gens qui discutaient hier avec un ancien Moudjahid, la grève des 6 jours. Des 8 jours. Des 8 jours, pardon. On a duré 6 elle a permis à la France de liquider tout le réseau d'Alger. Ça, c'est un débat. C'est un débat. Je le dis simplement. Ça, c'est un débat. C'est la bataille. Non, on ne va pas rechercher pour l'instant. C'est pas du tout le même cas de figure. On aurait dû faire. Ça, c'est un reproche qui a toujours été fait à Ibn Ramdan d'avoir déclenché une bataille pour laquelle le FLN n'était pas préparé à Alger. Mais c'est un grand débat. On aurait dû faire une journée ou 2, mais pas plus. Voilà. D'accord. Très bien. Oui, Mourad. Ce que je voulais dire, pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Farhat et Mourad, c'est que le problème chez nous, c'est que les circuits de distribution
ne sont pas modernes. Il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de capacité de stockage. Que ce soit les mandataires ou les marieurs ou les grossistes, on est dans la bulle de l'informel. D'accord? Donc si on donne une impulsion comme ça à travers une grève, on risque de paralyser tous les circuits de distribution avec des effets de panique et qui vont se conjuguer avec l'inflation, parce que ce qu'on a produit, comme ce que la planche à billets a produit, etc., mes amis le savent très bien, les effets retardent à l'inflation. Il ne faut pas ce 4%, ensuite ça monte très vite, à 2 chiffres, 3 chiffres, etc. Donc on est dans une zone critique où l'équilibre offre-demande peut être le déclencheur d'un enchaînement chaotique cette fois-ci. Hein? Oui. Donc moi je suis contre les grèves carrément dans le secteur économique. Dans le secteur économique. D'autres formes de, je dis un mot, d'autres formes de manifestations, de refus, etc. Mais à mon avis, le secteur économique, il n'est pas, je pense que mes amis vont le confirmer, il n'est pas ordonné, il n'y a pas de mécanisme de régulation. Mais chez en France, des centrales d'achat, etc., on risque d'avoir un enchaînement chaotique incontrôlable. Alors, ce qui a changé depuis la dernière insurrection en Algérie, pas du même genre, mais avec une finalité qui peut être semblable, puisque ça a donné lieu à une transition démocratique, celle d'octobre 88. Ce qui a changé, c'est la part du secteur privé, c'est son importance. Hein, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles peut-être que l'Algérie a moins souffert du contre-choc pétrolier depuis 2014 que la fois précédente, en 86-88. Est-ce que, bonne ou mauvaise nouvelle, la transition, la révolution et tout ça, est-ce que ça ne va pas dépendre de l'attitude des chefs d'entreprise? Comment vous voyez l'attitude des chefs d'entreprise? Est-ce qu'il y a un risque de grève de l'investissement, grève politiquement orientée ou grève par règle prudentielle? Est-ce qu'on peut imaginer un processus comme en Tunisie où le patronat se réorganise et joue un rôle dans la transition? Comment vous voyez le rôle des chefs d'entreprise en Algérie? La transition. On est arrivé au grand mot de transition. Parce qu'on parle en transition, il y en a 2 qui sont maintenant en chantier. Il y a la courte et la longue. Non, il y a celle du gouvernement qui aimerait bien transiter pour le retour à la case départ, qui est les Masrawalou. Ils appellent ça une transition, avec les mêmes gueules. Mais il y a aussi celle de l'opposition qui n'a pas encore donné, enfin opposition, il y a celle de la rue, qui n'a pas encore donné sa forme définitive. Il y a maintenant les transitions, elles ont des effets hyper négatifs sur l'économie quand elles durent et quand elles n'ont pas une finalité prévisible depuis le début. Ça ne peut pas durer 2 ans, une transition. Personne ne parle de 2 ans. Non, si elle n'a pas de but précis, si elle n'a pas des délais précis, avec des acteurs précis, ça peut durer plus de 2 ans. On ne va pas faire des promesses, rendre une transition la plus courte possible. Mais une transition la plus courte possible pour faire quoi? Pour aller vers où? Avec qui? Comment? Selon quel mécanisme? Là, les agences de notation en question, elles vont intervenir. Parce que si les gens font une transition sans finalité précise et que les débats commencent à tourner au byzantisme pendant quelques mois, les gens, ils n'ont pas le temps d'attendre. Les investissements, on ne peut pas parler de ma question. La Tunisie, c'était janvier, octobre. Oui, janvier, la partie, octobre, élection d'une constituante. Est-ce que c'est un délai trop long? Entre janvier et octobre, la Tunisie avait un gouvernement, oui ou non? Au bout de 2 mois, c'était Badji Qaïd Sebsi. Au bout de 2 mois. Badji Qaïd Sebsi avec Marzouki comme président plus ou moins honorifique. Non, Marzouki est arrivé après la Constitution. Ceci dit, ils avaient un gouvernement. Et ici, on fera quoi? On va désigner un gouvernement. Le désigner comment? Ce n'est pas du tout le cas de la Tunisie de Ben Ali. Dans la Tunisie de Ben Ali, il y avait Ben Ali qui durait depuis 87 avec le RD. Et pratiquement une oligarchie tunisienne réelle, donc, qui pouvait être isolée par l'intégralité des autres courants politiques. Ce n'est pas le cas ici. Ici, c'est toute l'Algérie qui est plus ou moins impliquée dans les 2 bords. En tant que victime d'un système et aussi en tant qu'acteur du système. Et des fois, on se retrouve victime-acteur. Donc, les 43 millions sont tous plus ou moins impliqués dans les errements du passé. On va faire on va faire une transition avec quel gouvernement? Qui acceptera les personnalités désignées? Même si ça devait être les meilleurs au monde, tant que les gens ne savent pas exactement où va l'Algérie, vers quoi
Et avec qui? Les investisseurs ne viendront pas, les notations vont changer. Et si nous devions être contraints à des emprunts, à des conditions draconiennes. Ce n'est pas le CNT de 93 qui, lui, était sous la coupe d'un gouvernement qui n'était pas transitoire, qui a été désigné par une autre partie que la rue. Mais cette fois-ci, là, on est en train de parler d'une cooptation populaire de personnalités éparses et diverses pour créer une transition qui va aller vers où? Déjà, même la constituante, moi, je la recuse. C'est cette histoire de constituante depuis 1963 qu'on en parle. La dernière fois qu'on a eu une constituante, il n'est plus jamais revenu là. Donc, une constituante avec tous les courants antagonistes, ça va traîner des années. Mais pendant ces années-là, il faut bien que l'économie tourne. Il faut bien qu'on appelle des investissements sérieux, pas ceux des khawat. Et ces investisseurs-là ne viendront pas. Si on doit remplacer les fausses usines par exemple une grande usine d'un grand constructeur, je connais des légies dans une période transitoire qui n'a pas d'horizon précis. Mais donc ça sera une période morte. Mais les 2 années, on ne va même pas traiter les dossiers en cours. Nous avons des pillages en cours. Qui est ce ministre des Finances ou de l'économie qui aura la légitimité pour aller fermer les fausses usines, aller fermer les faux projets, redémarrer les vrais projets? Il est dans un cercle vicieux. Pour moi, il faut revenir aux élections avant juin. C'est la seule solution que je vois. Alors, pour l'économie, revenir à de la légitimité des urnes dans une période courte, Mourad Goumeri? Non, moi aussi, je suis contre la transition. Il faut rester dans la Constitution, il faut rester dans la loi électorale. Ça, pour moi, c'est quelque chose de clair. Alors, ceux qui nous disent, mais ils envoient, etc., bon, il y a 55 000 points de vote en Algérie, il y a 17 ou 20 millions de personnes qui sont sorties dans la rue. On peut trouver des gens dans chacune des urnes pour surveiller, pour ceci, pour cela. Donc, moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas. En outre, tu prends n'importe quel expert, le meilleur au monde, le meilleur au monde, prix Nobel, de tout ce que tu veux, et tu le mets dans la situation algérienne actuellement, et tu lui dis de gérer un secteur, eh bien, il va se casser la figure. Il va se casser la figure. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il va pouvoir dire ou la proposer, et quelle légitimité? Qui va lui donner le feu vert? Rappelle-toi, quand la dernière fois, moi j'avais parlé du Conseil national d'énergie, et j'ai dit, comment ça se fait qu'un simple directeur général d'une entreprise qui s'appelle Sonatrach décide pour 43 millions d'habitants, et qu'il n'y a pas une structure au sommet de l'État avec le président pour nous dire, pour orienter. Ce ne sont pas des affaires Tanar ou la Tazoj, c'est des affaires de plusieurs années. Et quand on part dans une direction, on ne peut pas ensuite dire « Ah, je me suis trompé, je vais aller dans une autre ». Donc, c'est ce gouvernement de transition, là, je ne sais pas quoi, il faut rien attendre que expédier les affaires courantes et effectivement essayer de faire en sorte que le pillage de notre pays s'arrête. Question directe pour essayer de mettre de la namima dans le plateau. Mourad Preur, est-ce que vous ne ressentez pas de la précipitation chez nos amis qui veulent revenir au calendrier électoral le plus vite possible, alors que les Algériens sont peut-être pour remettre les choses à plat, pas nécessairement une transition de 2 ans, mais quand même prendre le temps de bien reconsidérer le processus par la base. Notre pays a besoin d'une vision, d'une stratégie. À mon avis, c'est fondamental. Maintenant, qui sera dans le cockpit, c'est à discuter. Mais d'abord, la vision, le cap. Les investisseurs, qu'ils soient nationaux et surtout internationaux, ont une caractéristique, c'est l'aversion au risque. Je me rappelle, en 1994, j'avais accompagné le PDG de Sonatrach, qui avait notre ambassadeur aux États-Unis, et on a rencontré les états-majors des compagnies pétrolières américaines. Il fallait relancer la production et donc le partenariat. Et on était en pleine période de terrorisme. Et lorsque on me demandait d'intervenir sur les questions qui touchent à la sécurité, etc.,
le PDG, je crois, de Mobile m'a arrêté. Il m'a dit go to the point, allez au fait. Il m'a dit le terrorisme ne nous intéresse pas. Pour nous, c'est un coup. Il m'a dit c'est un coup. Il m'a dit dans certains pays, on paye des tribus pour protéger nos installations. Il m'a dit parlez-nous de la sécurité de nos investissements. À l'époque, il n'y avait pas eu encore l'élection de 1995 et qui nous a, je peux vous dire, j'étais dans l'état-major de Sonatrach, c'était un bol d'oxygène, c'est-à-dire qu'on avait maintenant une institution légitime. J'ai fait du lobbying avant et après, du lobbying international, et je peux vous dire que c'était différent. Donc, c'est fondamental pour les investisseurs. Ce que disent, c'est fondamental. Il faut une vision et il faut il faut rassurer, il faut que les investisseurs soient convaincus. Parce qu'il y a en 94, en novembre 95, on a mis quelqu'un dans le cockpit, Yamin Zeloual en l'occurrence, mais la vision, elle était en train d'appliquer le plan du FMI. Hein. Mais c'était déjà, il y avait de la visibilité par rapport à... En matière énergétique, ce n'était pas le plan du FMI. On a trop sublimé ce fameux plan du FMI. En matière énergétique, en novembre 94, j'étais à Hassim Saoud, à Naftogaz. J'ai eu des gens à Total qui voulaient monter les enchères, même à Sonatrach. Il y avait un Adarko à l'époque qui commençait, il y avait Siepsa. Donc, ils ont vu qu'il y avait une vision, dans ce domaine-là du moins, et ça a avancé. Et les gens sont fichés royalement de ce qui se passait dans les mondes de Blida ou la Médéa ou ailleurs. Mais parler du FMI dans ce cas précis, non. Le plan d'ajustement structurel, c'était sur d'autres volets. Donc aujourd'hui, quand on parle de vision, une vision égale un programme. Un programme cohérent, pas des promesses, claires, nettes et précis. Un leader et une équipe dans tous les pays du monde. Ça, c'est la compétition électorale. Hein. Il n'y a pas d'autre. Sinon, si nous faisons l'économie d'un programme, l'économie de tête d'affiche et l'économie d'équipe qui suivent le programme et la tête d'affiche, comment peut-on coopter dans la nature différents courants, différentes visions qui ne s'affichent pas en plus. Parce que dans une transition, je vais afficher la couleur. Évidemment, à une table aussi large que possible, parce que toute l'Algérie doit être représentée. Quand même. Si vous avez une partie de l'opinion des Algériens, qui l'expriment peut-être pas comme ça, mais qui disent, bien sûr, que c'est ce programme-là qu'il faut aller vers les urnes, qu'il faut un président élu, etc., mais qui disent en même temps que l'échafaudage institutionnel tel qu'il a été laissé par les années Bouteflika, il ne peut pas déboucher sur le succès. Exemple, il y a trop de pouvoir au président de la République. Les années passées, Bouteflika n'a fait que récupérer des prérogatives et les concentrer chez lui pour tomber malade et ensuite ne pas pouvoir les utiliser correctement. Dire la loi électorale, elle est scélérate. Dire qu'il n'y a pas une commission de supervision comme dans le processus tunisien, etc. Dire qu'il y a 4-5 grandes mesures qu'il faut peut-être prendre avant de revenir aux urnes. Est-ce qu'on n'est pas quand même obligé de les écouter un petit peu? On n'a pas besoin d'une transition pour ça. Premièrement, la plupart des gens que j'entends poser justement ces conditionnalités aujourd'hui, ça ne les a jamais gênés de participer à toutes les joutes pseudo-électorales dans lesquelles ils avaient leur petit quota pendant 20 ans. Et dans lesquelles il y avait moins de 20% des Algériens qui votaient. Ceci dit, d'accord. Mais les Algériens. Mais les moins de 20% des Algériens qui votaient, et dont une partie est une clientèle du pouvoir en place, si elle trouve ses intérêts, pourquoi pas. Les 80%, comment ils ont été ignorés pendant 20 ans, alors que j'en fais partie. Personnellement, je n'ai pas voté depuis 95. Parce que je n'avais pratiquement aucun concurrent. D'ailleurs, c'est l'opposition qui a chassé les 80%, c'est pas le pouvoir. Le pouvoir, il n'a jamais dépassé les 15-20%, c'est une clientèle تاعو على العام. Les 80% الاخرين وكان نلقاو بشتاري مليح كانوا يجيو. علاه ما جاوش. Parce que les gens qui aujourd'hui veulent parler en leur nom sans élection, c'est eux-mêmes qui, à l'époque, sont fichés royalement. Ils disent qu'ils ne peuvent pas décider de ça comme ça. Parce qu'ils considèrent que les règles sont pipées. Pourquoi? Parle au nom du peuple. Personne pour le moment ne parle au nom du peuple. Parlez au peuple, ne parlez pas au nom du peuple. Moi je suis le peuple, toi tu es le peuple, nous sommes 43 millions qui pouvons nous considérer comme faisant partie du peuple. Dans un programme électoral, on parle au peuple. Par contre, dans une combine politique, on parle au nom du peuple. Donc, on a نصبح ربي قال الشعب ما عجبوش الحال. وانت واسمك الشعب سي محمد. Tu as un programme. Si tu n'as pas de programme, روح تروح. Mais باش تقول لي الشعب ما يعجبوش الحال، الشعب ما بغاش. وانت واش دخلك في الشعب انت؟
Bouteflika Lyon, je ne le considère pas comme représentatif de qui que ce soit. Peut-être même pas de sa personne. Alors il est en tant que président escalité. Un illustre inconnu qui a décidé de il ne faut pas oublier, je rappelle quand même, parce que c'est très important, que l'institution militaire qui a ramené Bouteflika la première et la deuxième fois, lui a donné la légitimité de dire « Moi, le peuple, j'en ai rien à foutre. » Pourquoi ? Parce que c'est pas lui qui m'a élu. Comment voulez-vous que je rende compte à un peuple qui ne m'a pas élu? Celui qui m'a élu, les Djabni ou Dalnif Sultan, c'est l'armée. Donc, les seuls auxquels je dois peut-être des comptes ou bien discuter, c'est l'institution militaire. Et il a dit d'une manière, rappelez-vous, si ce peuple ne me mérite pas, cette phrase. Hein. Donc, là aussi, même pour ce qui le concerne, le peuple, c'est bon, malheureusement, la phrase adecta, je ne me rappelle pas de qui, est rachi. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un mépris total. Voilà, un mépris total de l'existence même du peuple algérien. Oui. Alors, on va finir avec cette émission. Est-ce que on a bien compris que ça allait être difficile de restaurer de la confiance en économie dans les semaines qui viennent. Je pense notamment à la difficulté qu'a M. Bedoui à former un nouveau gouvernement. Il va bien finir par le former parce que, bon, il y a l'autre des postes de ministre. Abed fait partie de cette liste. Non, on ne va pas faire cette vanne à Abed. Là, on va pas lui faire. Il a déjà beaucoup à endurer comme ça. Donc, la difficulté, cette difficulté-là, donc, est-ce qu'on peut s'imaginer quand même qu'il y ait un paquet de mesures d'ici à la fin du mandat de Bouteflika, parce qu'après, on est sur une autre situation, on ne sait pas laquelle, on peut deviner laquelle. Est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent changer un petit peu la donne qu'un gouvernement bedoui, la Mamra, pourrait, sur le plan économique et social, prendre? Voilà. Il n'y a pas de gouvernement bedoui, la Mamra. Celui qui les a nommés est constitutionnellement non président depuis le 11, pas le 28. Quand on fait un coup d'État, on le réussit ou on s'en va. C'est un push anticonstitutionnel, Mohamed. تتحس الدستور يتربح يتروح. Mais je ne peux pas reconnaître, moi, un gouvernement bedoui la Mamra. Et aucune entité économique au monde ne traitera quoi que ce soit de sérieux avec un gouvernement qui a été nommé dans ces conditions. Donc, toute autre discussion concernant le volet économique, suite à ce qui s'est passé dans le sillage du 11 mars, ce n'est même pas nécessaire qu'on perde notre salive et notre temps. Attendez, on a parlé que le ministre des Finances allait augmenter la dotation de change pour devises à 1000 euros, passant de 120 euros à 1000 euros. Ça, c'est vraiment un moi, je voudrais quand même saisir la primeur. C'est comme les gens qui disent qu'on ne va pas livrer la France en gaz. Il y a tout sur Internet. C'est Internet qui gouverne la révolution. Moi, je voudrais saisir quand même les minutes qui me sont allouées pour parler de... Qui se sont transformées en secondes, puisqu'on est à la fin de l'émission. En secondes, mais bon. Non, mais la situation du secteur industriel aujourd'hui est critique. C'est 5% du PIB. Oui. Ça n'est pas possible. Il faut absolument que des mesures immédiates, fortes, soient prises. Forte. Oui, immédiate et forte. Je rajoute l'adjectif. Pour les prendre? Pour relancer j'avais tout à l'heure l'industrie est en perdition. Oui, mais immédiate et forte maintenant. Son articulation avec l'université est absolument indispensable. Elle n'existe pas. C'est-à-dire que il y a le feu de ce point de vue-là. On consomme ce qu'on importe. Il y avait le feu déjà depuis plusieurs mois. Oui. Là, tout à l'heure, j'avais un grand chef d'entreprise. C'est très urgent. Hein. Voilà, parce que tu m'avais interrogé sur les entreprises publiques et privées. Hein. Est-ce qu'il risque d'y avoir une grève de l'investissement? C'est la question que j'avais posée. Il faut absolument éviter ça. Il faut relancer absolument la production industrielle. Les choix qui ont été faits avec les usines de montage, de boulonnage, etc. Il faut reconsidérer complètement les choses. Nous intégrer dans des chaînes de valeur globales, mondiales, en remontant vers les segments intenses en technologie. Et ça, c'est absolument urgent. On ne peut pas continuer dans cette voie-là, parce que la dégradation des équilibres macroéconomiques n'est que la manifestation de cette absence d'industrie nationale. Voilà.
Oui, mais c'est urgent, mais en même temps, depuis tout à l'heure, on est en train de dire qu'on a la situation d'aujourd'hui, il n'y a pas une autorité politique. Peu importe qui gouverne, hein, pour moi, c'est urgent. Est-ce que Bedoui et la maman peuvent faire ça? C'est évident, c'est urgent, c'est immédiat. Non, la question devient sérieuse. Bedoui, le Premier ministre Bedoui et son adjoint, enfin, ou vice-premier ministre Ramtan Lamara, peuvent-ils conduire une feuille de route comme celle que tu viens de décrire? Là, on vient de dire, bon, ils ne sont pas reconnus comme parce que coup d'État, ils n'ont pas de légitimité, ils ont du mal à imposer. Le retour à l'ordre constitutionnel. Pas savant. Qui consiste par le retour à un processus électoral. Il n'est pas reconnu. Les Algériens ne considèrent pas des Algériens. Ils sont dans la rue, ils ont rejeté Bouteflika et le vote. Tu as un nom et un prénom. Tu ne t'appelles pas les Algériens. Khali les Algériens tranquille. Moi aussi, je ne suis pas les Algériens. Personne ne parle au nom des Algériens. Moi, je parle de ce que je conçois comme étant une solution. Ils ne veulent pas du vote. Il faut le regarder quand même. Tout de suite, sous Bouteflika. Ils ne veulent pas d'un vote organisé par Bouteflika. C'est Farhat qui parle. Ce n'est pas les Algériens. Son retour à l'ordre constitutionnel et à des élections, même avec les mécanismes actuels qui restent à surveiller, bien sûr, il n'y aura pas de candidat du pouvoir. Quand on tente un push, on n'a pas de candidat. Et c'est valable pour les 4 partis qui se sont impliqués avec Bouteflika. Et aussi le CC qui archive les dossiers. Rien qu'avec ces petites retouches, on peut faire des élections qui tiennent la route en invitant les autres partis à revenir au processus électoral. Sans élection, sans gouvernement légitime, avec un programme clair, définitivement admis par les Algériens dans les plus brefs délais. Nous allons entrer dans un tunnel. Surtout économique. Et c'est ce que j'avertis la population. On aura compris, la transition, ce qui se passe peut être bénéfique pour l'économie en libérant les énergies, à condition qu'on ne reste pas longtemps dans une période de transition, une période où la reconstruction des institutions prendrait trop de temps et nous empêcherait d'engager des mesures importantes qui attendent l'économie, parce qu'effectivement, on est d'accord avec Mourad Preur, il y a sur certains dossiers, sur l'essentiel, une urgence évidente. Messieurs les experts, merci beaucoup d'avoir animé avec moi le Café des Experts ce matin. Dans 2 lundis, j'espère toujours dans un contexte révolutionnaire. Merci beaucoup. Comme ça. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Avec Cevital, une dynamique de croissance.